The Assembly will hear. L'Assemblée va entendre une allocution de son Excellence João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola. Je prie le protocole d'accompagner son Excellence et j'invite son Excellence à s'adresser à l'Assemblée. Sua Excelência, Presidente. Excellence, Madame la Présidente de l'Assemblée générale, Excellences, Mesdames les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs, je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que président de la République de l'Angola et président actuel de l'Union africaine. Et je voudrais évoquer mon pays, partager notre point de vue sur les évolutions et les événements de notre monde de plus en plus troublé et débattre de questions qui concernent l'Afrique, un continent pour lequel nous mobilisons toute notre énergie et toutes nos forces alors que nous recherchons des solutions pour une bonne fois pour toutes le mettre sur la voie du développement. Qu'il me soit permis de présenter mes félicitations à son Excellence Annalena Baerbock à l'occasion de son élection au poste distingué de présidente de l'Assemblée générale des Nations unies. Je suis convaincue que grâce à ses trésors d'expérience et les connaissances qu'elle a accumulées au fil des différentes fonctions dont elle s'est acquittée avec brio, elle garantira le succès de son mandat qui commence en ce mois de septembre. J'aimerais également féliciter son prédécesseur, son Excellence Philémon Yang, qui a présidé de main de maître l'Assemblée générale au fil de l'année écoulée. Il a tout mis en œuvre pour garantir l'efficacité de cet organe. Et c'est un travail qui mérite notre reconnaissance à toutes et tous, à la lumière des résultats positifs obtenus tout au long de son mandat. Et je me dois également de saluer son Excellence Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations unies. J'applaudis le rôle qu'il joue avec beaucoup d'abnégation. Une abnégation sous-tendue par ses qualités remarquables comme homme consacré au dialogue et à la paix, en ces temps caractérisés par des réalités géopolitiques si complexes. 8 décennies se sont écoulées depuis que, face aux impératifs de l'époque, un groupe de pays et leurs dirigeants respectifs ont décidé avec sagesse de fonder l'Organisation des Nations Unies. Depuis, au fil d'époques tumultueuses ou d'époques plus calmes, cette organisation a réussi à obtenir, ou plutôt à réaliser son rôle premier, maintenir la paix et la stabilité dans le monde, contribuer au développement de l'humanité et préserver et approfondir le respect des droits humains. C'est une réussite remarquable pour les peuples de notre planète. Cette réussite ne doit pas être balayée du revers de la main ou sous-estimée par une puissance quelle qu'elle soit, un dirigeant politique quel qu'il soit. Cela ne ferait qu'exacerber les divisions, jeter de l'huile sur le feu des intérêts égocentrés, renoncer aux fruits de la paix qui nous ont été laissés en héritage par ces femmes et ces hommes qui, au fil du temps, nous ont guidés, ici, dans un environnement d'harmonie et de compréhension globale. Le chemin n'a pas toujours été linéaire, mais au moment les plus importants, c'est la sagesse qui l'a emporté face aux pires instincts pouvant mener à la conflagration de grande échelle, et cela n'a été possible que grâce au dialogue continu, qui s'est révélé être le seul vecteur pour surmonter les obstacles et apaiser même les esprits les plus belligérants.
Aujourd'hui, ces enseignements du passé recèlent une valeur inestimable. Ils doivent être notre seule référence, notre seule boussole dans la recherche de solutions aux conflits qui font rage en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique latine, en Asie et où que ce soit. Nous célébrons le 80e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies dans un contexte incertain. Dans de telles circonstances, le thème choisi, Meilleur ensemble, plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains, revêt une importance qui nous invite à mener une réflexion sur la signification profonde de l'appel lancé par la présidente de l'Assemblée générale, un appel au renouvellement du multilatéralisme, à une solidarité en action, dans le cadre d'efforts et d'entreprises complémentaires menées à bien par une ONU plus souple, plus efficace, plus responsable, telle qu'envisagée dans la feuille de route dressée par le secrétaire général pour l'initiative ONU 80. Partant, il est urgent de donner un nouveau souffle à l'Organisation des Nations Unies, de lui permettre de sortir de la situation complexe dans laquelle elle se trouve, pour pouvoir restaurer le rôle actif qu'a toujours joué l'organisation, un rôle extrêmement précieux. Pendant la guerre froide, c'est l'ONU qui nous a permis de ne pas souffrir d'une véritable conflagration internationale. Mais aujourd'hui, les grandes puissances semblent se tourner le dos et s'éloigner des points de convergence, même les plus élémentaires, ces dénominateurs communs qui leur permettraient de rester engagés en faveur du dialogue et de l'action concertée, avant tout. Les défis que nous connaissons aujourd'hui nous placent devant une alternative. Nous pouvons tout faire, tout ce qui est en notre pouvoir pour préserver la paix ou faire face à la guerre avec toutes les conséquences que celle-ci entraîne. Une guerre qui hypothèque l'avenir de l'humanité. Les puissances mondiales qui par le passé ont joué un rôle crucial pour libérer l'Europe et les peuples européens des griffes du nazisme et du fascisme, et qui ont joué un rôle aussi pour libérer l'Afrique et ses peuples du régime de l'apartheid en Afrique du Sud, ne peuvent pas aujourd'hui agir différemment. En s'en prenant à d'autres pays, en envahissant et en annexant des territoires étrangers, ou en finançant ou organisant des mouvements de soulèvement pouvant provoquer le renversement de gouvernements légitimes, comme nous le voyons aujourd'hui sur notre continent. Avec des précédents si dangereux, aucune institution régionale, continentale ni internationale n'aura, à partir de maintenant, l'autorité morale de rappeler à l'ordre un État, quel qu'il soit, de le rappeler à la raison lorsqu'il viole les principes inscrits dans la Charte des Nations Unies et dans le droit international. Nous autres, Africains, ressortissants de pays qui ont enduré des siècles de colonisation, nous comprenons peut-être mieux que quiconque l'importance de la paix. Nous, qui connaissons les luttes quotidiennes pour l'alimentation, pour l'eau propre, pour les soins de santé, l'éducation et autres nécessités. Ces expériences nous ont dotés d'une sensibilité particulière face aux conséquences néfastes de l'insécurité et de l'instabilité pour la réalisation de nos objectifs en matière de développement. Et cette réalité est encore exacerbée par les nombreux conflits et les nombreuses guerres qui secouent les régions du monde entier, qui secouent y compris des pays desquels nous attendions coopération, avec lesquels nous espérions pouvoir échanger de façon fructueuse pour surmonter nos difficultés et pour pouvoir, grâce à nos ressources et à nos capacités immenses, contribuer à la prospérité internationale. C'est dans de telles circonstances que la République de l'Angola s'est efforcée de contribuer
de façon honnête et sincère au règlement de conflits dans la région du Sahel, au Soudan ou dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour ce qui est de ce dernier conflit, nos efforts ont permis de créer un cadre de négociation assorti de solutions pour la paix qui malheureusement ne se sont pas matérialisées en décembre 2024 comme nous l'espérions, mais qui restent néanmoins une plateforme valide pour continuer les efforts afin de faire cesser définitivement ce conflit. Madame la Présidente, Excellences, ce conflit et bien d'autres encore auxquels on peut penser sont dans une grande mesure le résultat de la passivité des États membres des Nations Unies, qui souvent se sont montrés inefficaces face aux invasions de territoires de pays tiers et aux ingérences dans les affaires étrangères de pays étrangers ces dernières années. Ils n'ont pas réagi de façon ferme, déterminée, robuste. Ces événements sont donc devenus un fait accompli. Et c'est au cœur des tensions majeures que nous connaissons aujourd'hui. Et les conséquences sont criantes pour nous toutes et tous au Moyen-Orient, où le non-respect systématique des différentes résolutions pertinentes du Conseil de sécurité concernant la création de l'État de Palestine a maintenu en vie un conflit qui s'envenime chaque jour un peu plus. Et pour lequel on n'aperçoit aucun horizon de paix, étant donné la réaction violente et disproportionnée par Israël. Israël a le droit d'exister en tant qu'État et d'exiger la remise en liberté des individus qui sont tenus en otage depuis les événements tragiques du 7 octobre. Cependant, Israël ne doit pas pouvoir mener à bien en Palestine et notamment dans la bande de Gaza une politique d'extermination d'un peuple tout entier. Le peuple palestinien ne doit pas être assimilé au Hamas, car il n'y a pas de peuple terroriste et encore moins des enfants terroristes. Les Palestiniens ont le même droit à un État indépendant et souverain au sein duquel ils pourront faire vivre leur culture, préserver leur avenir et proposer à leurs jeunes un avenir sûr et prévisible. Le silence, les hésitations, les réactions tièdes de la communauté internationale décuplent nos inquiétudes face à ces conflits. Ces attitudes semblent légitimer l'expansion de la guerre vers des pays voisins. Et cela ne fait qu'hypothéquer inexorablement l'autorité des Nations Unies. L'exclusion de la délégation de Palestine de cette enceinte est honteuse. La Palestine a le droit de faire entendre sa voix en tant qu'État membre, en vertu des termes de l'accord de siège. Ne pas garantir la présence du président de l'autorité palestinien dans cette Assemblée générale, c'est envoyer un signal très négatif. Cela encourage la poursuite du génocide dont nous sommes témoins en toute impunité. Cela retarde le règlement du problème. Cela complique les efforts en cours pour mettre fin à ce conflit si complexe. Nous condamnons avec véhémence cette position unilatérale qui est contraire aux principes qui régissent l'Organisation des Nations Unies. Alors même que nous demandons la levée sans condition de l'embargo injuste et qui n'a que trop duré contre Cuba. Un embargo qui a des conséquences très graves pour l'économie du pays et pour la vie de ses habitants qui, au jour le jour, luttent pour résister à un châtiment qui a été condamné par toute la communauté internationale. Cuba a joué un grand rôle pour prêter main forte aux peuples africains dans leur lutte pour faire tomber le régime raciste et inhumain de l'apartheid en Afrique du Sud. Cuba a été signataire de l'accord de paix à New York le 22 décembre 1988 qui a libéré le peuple de l'Afrique du Sud et a permis aussi l'indépendance de la Namibie. On ne peut pas décider de façon arbitraire et unilatérale que cet État serait un État qui appuie le terrorisme.
à la lumière des résolutions pertinentes des Nations Unies. Cette attitude, l'attitude d'une petite poignée de pays, une attitude incompatible avec les normes les plus élémentaires de la cohabitation internationale, est aussi à l'origine des sanctions unilatérales imposées au Zimbabwe et au Venezuela. Ces mesures n'ont pas d'autre résultat que la souffrance des populations de ces pays qui, avec un patriotisme remarquable, s'unissent dans la défense de leur nation. Madame la Présidente, Excellences, l'autorité de l'Organisation des Nations Unies repose sur la Charte et sur le droit international. Il faut urgemment la restaurer, sans céder aux logiques de deux poids, deux mesures, pour que l'on puisse trouver des solutions justes à la guerre en Ukraine ou pour peut-être renforcer les solutions proposées lors de la réunion en Alaska. L'Ukraine est un pays d'Europe. Après la rencontre entre le président Trump et le président Poutine, une rencontre pragmatique et sans porter préjudice aux besoins de négociations directes entre la Russie et l'Ukraine, on pourrait s'attendre à ce que les dirigeants européens, dans l'intérêt de la paix et de la sécurité sur leur continent, s'efforcent de dialoguer de façon directe, pas seulement avec le président Zelensky, mais aussi avec le président Poutine. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser cette chance s'échapper. Le faire, ce serait accepter le risque d'une escalade aux proportions et aux conséquences imprévisibles, pas seulement en Europe, où tous les acteurs concernés doivent abandonner les calculs dangereux reposant sur l'idée d'une victoire militaire que l'on obtiendrait en affaiblissant son adversaire. Étant donné les difficultés et les crises que le monde connaît aujourd'hui, l'ONU doit de nouveau revêtir un rôle de chef de file, devenir une organisation dynamique pour ne pas perdre son rôle en tant qu'entité responsable de la gouvernance mondiale au premier lieu. Il faut en faire une institution capable de garantir la paix dans le monde. C'est notre responsabilité en tant qu'État et nation souveraine. L'Organisation des Nations Unies, actuellement, est la seule organisation ayant la capacité d'agir en notre nom collectif à toutes et tous dans la recherche d'un consensus mondial pour la paix. La seule organisation ayant la légitimité de rappeler à l'ordre les États membres. Les États membres qui bafouent ces principes fondateurs par leur conduite sur la scène internationale. C'est pourquoi nous devons préserver l'ONU à tout prix et nous devons l'adapter pour qu'elle soit à la hauteur des réalités contemporaines à travers des réformes qui n'ont que trop tardé. À cet égard, en particulier, j'aimerais défendre ici une réforme du Conseil de sécurité conformément à la position africaine commune telle qu'elle est décrite dans le consensus des Ulwini et la déclaration de Sirte, des documents adoptés voilà 20 ans, qui demande 2 sièges de membres permanents et 5 sièges de membres non permanents pour le continent africain au sein d'un Conseil de sécurité élargi, un Conseil plus représentatif et mieux en phase avec les réalités géopolitiques de l'heure. Si cette réforme indispensable n'est pas menée à bien, une réforme qui déjà n'a que trop tardé sans aucune justification valable, nous ne pourrons pas garantir la mise en œuvre du pacte pour l'avenir adopté l'année dernière, dans lequel il était reconnu le caractère urgent de doter l'Organisation des Nations Unies d'un Conseil de sécurité plus équilibré et plus démocratique. Ce pacte représente une occasion de taille à saisir pour revitaliser le multilatéralisme, pour le rendre plus inclusif, mieux à même de servir de plateforme large de discussion sur toutes les questions sensibles, importantes pour le monde d'aujourd'hui. Entre autres questions pertinentes, la question notamment du financement du développement et la question de l'action climatique.
Pour ce qui est maintenant des questions d'aide au développement, il y a beaucoup à dire. Mais il est approprié de saluer les progrès faits récemment avec l'adoption de l'engagement de Séville lors de la 4e conférence sur le financement du développement. Ce texte appelle à réformer urgemment les institutions financières internationales pour qu'elles soient plus représentatives, plus inclusives et mieux outillées pour répondre aux besoins urgents des pays en développement et tout particulièrement des pays africains. Je suis convaincue que cet instrument, associé au Pacte pour l'avenir, à la Convention des Nations Unies en matière fiscale et à la Convention des Nations Unies sur la dette, des documents qui, eux, sont encore en train d'être négociés, représentera une plateforme collective, une plateforme politique, financière et normative pour donner un coup de fouet à la réalisation des objectifs de développement durable. Madame la Présidente, Excellences, nous devons absolument nous atteler à la crise climatique. Il s'agit de la menace existentielle la plus redoutable de notre époque. Nous ne pourrons pas en venir à bout si nous n'agissons pas de concert, de façon coordonnée. Le réchauffement climatique empire. Les catastrophes climatiques sont de plus en plus violentes et fréquentes. Il est donc impératif que les pays qui ont tiré les plus grands avantages de leur développement industriel et économique par le passé assument aujourd'hui pleinement cette responsabilité historique. Au nom de la justice climatique, ils doivent garantir des financements suffisants, des transferts de technologies, un appui à l'adaptation et à l'atténuation pour les pays en développement. Les pays qui ne correspondent qu'à une proportion minime des émissions de gaz à effet de serre sont les pays qui sont frappés de façon disproportionnée. Ils sont en fait presque les seuls aujourd'hui à être confrontés aux véritables retombées des changements climatiques, du réchauffement climatique avec des effets catastrophiques sur l'agriculture, la sécurité alimentaire et la santé publique. Partant, et étant donné donc les responsabilités des uns et des autres, l'Angola reste très attaché à l'accord de Paris et à la mise en œuvre de mesures d'adaptation et d'atténuation, conformément au programme à l'horizon 2030 et à l'agenda 2063 de l'Union africaine, qui correspond au consensus sur l'importance de mobiliser des financements climatiques prévisibles et suffisants afin de permettre une transition énergétique juste et de protéger les communautés les plus vulnérables. C'est là une question transversale qui exige de plus en plus que les acteurs pertinents assument leurs responsabilités, que ce soit au sein du secteur public ou au sein du secteur privé, avec les plus grandes entreprises industrielles. Cette question sera au cœur des débats lors de la COP30 qui aura lieu prochainement au Brésil. L'organisation pour la 2e fois d'un événement de cette magnitude sur cette question au Brésil est la preuve de l'engagement de ce pays en faveur des questions environnementales. En 1992, à Rio de Janeiro, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques a été adoptée. Un nouveau paradigme qui, rapidement, a fait la preuve de sa valeur en lançant des discussions profondes, très importantes, qui continuent aujourd'hui. Et je suis sûre que lors de la prochaine conférence qui approche, nous pourrons tous, sur cette base, faire notre pas en avant dans ce long cheminement qui doit nous permettre de réaliser les objectifs climatiques ambitieux que s'est fixé l'humanité. Excellences, 80 ans ont passé depuis la création des Nations Unies, qui avait suivi la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et après la fin de la guerre froide, nous espérions pouvoir vivre dans un monde libéré des incertitudes que nous connaissons aujourd'hui, un monde moins périlleux
que celui dans lequel nous vivons. Jusqu'en 1991, le contexte dans lequel nous vivions était caractérisé par des divisions profondes entre deux blocs aux idéologies opposées. Et pourtant, en fait, ce cadre était plus prévisible. On courait un risque moins important de confrontation de grande échelle. On ne doit pas nécessairement conclure que la stabilité dans le monde n'est possible qu'à l'intérieur d'un cadre régi par des divisions rigides de cette sorte. Non. Ce regard en arrière doit plutôt nous inspirer à bâtir un cadre fondé sur des intérêts équilibrés et des préoccupations partagées sur toutes les questions de sécurité internationale afin de faire naître des complémentarités, des convergences dans un environnement qui soit un environnement multilatéral. Le multilatéralisme qui reste la seule voie nous permettant d'échapper à la catastrophe. Je vous remercie de votre aimable attention. On behalf of the Assembly, Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le président de la République de l'Angola.